Voilà, mesdames, messieurs, chers amis de Fouille the Bees, des abeilles, bienvenue, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette conférence qui sera donnée par Marie-Noël Jalabert, qui a donné son nom à une belle forêt, Marinapis, la forêt mellifère. Je me réjouis ce soir de présenter, de lui permettre aussi de présenter son beau projet qui vit depuis quelques années maintenant. Et nous pourrons, par la suite de son exposé, poser les questions qui vous intéressent. Je pense qu'il y en aura de nombreuses. Euh, Cette conférence sera enregistrée, donc vous pourrez sans autre la revoir à partir au plus tard demain matin sur notre chaîne YouTube. Je vous en donnerai le lien directement par la suite. Petite présentation de Free the Bees maintenant. Notre association Free the Bees, donc une association suisse créée en 2013, c'est l'une des rares organisations européennes qui est dédiée aux abeilles mellifères et qui, indépendamment des apiculteurs, met en pratique la protection et la promotion des abeilles mellifères sauvages et lutte activement contre leur extinction en tant qu'espèces sauvages. Pour ce faire, nous créons des habitats forestiers, nous recensons, nous monitorons les colonies vivant sans intervention humaine. Il y en a plus de 300 qui sont maintenant répertoriés en Suisse et qui sont suivis 3 fois par année. Et pour transmettre nos valeurs au public, en plus de nos publications, en plus des cours que nous organisons, nous avons créé un sentier découverte de l'abeille mellifère et de la biodiversité dans cette belle région de la Gruyère en Suisse. Ce sentier sur lequel nous organisons des visites guidées, des ateliers, ainsi que des journées participatives. Vous trouverez bien sûr plein d'informations sur notre site freethebees.ch. Et depuis 2020, en collaboration avec Honey Bee Wild au Luxembourg, nous organisons un cycle de conférences que nous avons appelé Abeilles sans frontières. Et pour ce soir, avec Marie-Noël Jalabert, le thème sera Pourquoi créer une forêt mellifère, biodiversité et pédagogie sur le causse de Sauveterre. Voilà, Marie-Noël, je te passe la parole et je te remercie d'être là et de bien nous présenter, de bien vouloir nous présenter ce beau projet. Oui, bonjour à tous. Merci André. Alors, moi, j'ai présenté un peu mon association, enfin, l'association dont je suis la présidente. Euh, donc, c'est une association qui est toute jeune, qui a été créée en mars 2025, mais nous étions abrités par une autre association avant la création de Marinapis, une autre association qui s'appelle l'Arbre aux abeilles et qui a créé un conservatoire de l'abeille noire en Cévennes. Voilà. Donc, ben, je suis très, très contente d'être devant vous aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler, avant de vous montrer un petit peu quelques diapos, euh, pourquoi la création de d'une forêt mellifère. Donc, euh, donc, il y a trois, enfin, on a voulu créer cette oasis pour les pollinisateurs sauvages et surtout pour l'abeille noire Apis mellifera mellifera. Donc ça, c'était notre premier thème. On a voulu aussi faire découvrir une autre apiculture en symbiose avec la nature. Donc ça, c'est le côté pédagogie. Et on voulait aussi transmettre aux générations futures par l'apprentissage sur le terrain, donc par des visites guidées ou libres, la compréhension de la biodiversité en général. Voilà. Donc, le site sur lequel nous travaillons, c'est une forêt qui est sur le Causse de Sauveterre, enfin, une forêt, plutôt une plantation de pin noir d'Autriche. Et je vais vous montrer où ça se situe. Donc, vous voyez ce qui est entouré de rouge, c'est le terrain donc, de 23 hectares. Je n'en dis pas plus pour le moment. Et vous voyez qu'il culmine à 1073 mètres. Vous avez c'est un point haut du Causse de Sauveterre, d'accord? Mhm. Et vers la droite, quand vous allez vers la droite, vous descendez et vous vous retrouvez vers 800 mètres, d'accord?
Très Vous êtes bien. dans une combe, hein. Donc, il faut se dire qu'il y a plusieurs niveaux sur ce terrain. Il y a plusieurs niveaux. Donc, on part de plus de 1000 mètres jusqu'à 800 mètres. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et il y a aussi, on peut planter différentes essences, certaines qui vont que jusqu'à 800 mètres, certaines qui peuvent aller au-delà de 1000 mètres. D'accord? Je, je n'en dis pas plus. Pour le moment, ce que vous voyez en blanc, ce sont des landes, donc avec des fleurs sauvages, du cos. Et tout ce que vous voyez en vert, ce sont des forêts domaniales, des forêts de l'ONF. Voilà, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Voilà, voilà, celle-là. Alors là, vous avez une vue aérienne. Là, c'est pour vraiment pour vous poser le projet, hein. Vous avez une vue aérienne. Euh, Au milieu, vous voyez une sorte de grande bande qui est un peu recourbée. C'est une ancienne draille que nous avons remise un peu en service. Donc, une draille, c'est là où il y avait la transhumance des moutons, hein, sur l'Écosse. Maintenant, il n'y en a plus, mais nous, on a tenu à réouvrir cette draille. Alors, ce que je vous disais, le sommet qui est à plus de 1000 mètres, il est situé sur la gauche, dans la partie au-dessus de la draille. Et quand vous allez vers la droite, plutôt vers le haut de la diapositive, où vous voyez des traces, voilà, ce sont des grandes placettes qui ont été ouvertes. Et là, la grande placette que vous avez en haut de l'écran, la plus grande, c'est une zone humide. D'accord? Il y a une source qui part de sa gauche et qui ruisselle tout le long. Donc, il y a vraiment plusieurs types de terrains et de sols. Et donc, cette plantation était laissée en souffrance, mais je n'en dirai pas plus, jusqu'en 2018, où nous, en 2018, commencé à ouvrir le milieu. Et donc, en 2018, on a enlevé un arbre sur deux. Et encore, il y en a, hein. En 2025, donc l'année dernière, on a commencé à réaliser quelques placettes pour pouvoir rajouter pas mal de feuillus, donc des feuillus mellifères. Nous laissons aussi pas mal de parties avec les conifères. Donc le petit carré là que vous voyez sur la gauche, vous avez un carré. Là, c'était une cédraie. Ce ne sont que des cèdres, hein, que vous avez. Donc là, on les a presque tous laissés. On en a enlevé un sur trois et on a fait une petite placette. Mais vous voyez, majoritairement, on laisse quand même pas mal de pins ou de cèdres. Et bien sûr, il y a aussi quelques petits épicéas. On les laisse parce que nous avons certaines essences que nous plantons et qui ont Ah oui. besoin d'ombre dans leur jeune âge. Mhm. Voilà, ils ont besoin, surtout que là, l'été, c'est un climat méditerranéen. L'hiver, on est en climat continental et l'été, c'est un climat méditerranéen. Donc cet été, par exemple, nous avons eu 2 mois sans eau, alors que nous sommes en montagne et que jusqu'à il y a 5 6 ans, nous avions des orages pratiquement tous les soirs au mois d'août. Voilà, ça c'est un peu l'impact du changement climatique. Voilà, si tu veux passer à la diapo suivante. Alors voilà pourquoi au départ nous avons voulu créer une forêt, créer quelque chose parce que chaque fois que nous allions dans cette plantation, nous voyions ces pins qui ont été plantés dans les années 80, début 80, 1981, 1982, qui étaient en souffrance, mais vraiment en souffrance parce que vous voyez la taille qu'ils ont. Ils n'ont même pas la taille de pin de 20 ans, ils ont la taille de pin de 15 16 ans. Et entre chacun d'eux, vous avez un espace de 2 mètres. Et on voit bien que là, la biodiversité, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un chant d'oiseaux, pas un insecte, rien.
Ça donnait une impression de mort. Moi, j'ai l'habitude de dire, ça en fera sourire certains, que ça me fait penser à la forêt de La Belle au bois dormant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu avec leurs enfants. La Belle au bois dormant, quand vous avez le prince charmant qui taille à travers la forêt pour essayer d'aller la retrouver dans son château, il passe à travers une forêt, ben ça me faisait penser à ça. Vous voyez, et j'étais triste, vraiment malheureuse de voir ces arbres qui souffraient. Ça se voyait, ils souffraient énormément. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Donc voilà, je voulais aussi vous parler un petit peu du contexte. Donc, avant de faire la plantation, il faut se dire qu'il y a eu une étude théorique qui a été faite pendant une dizaine d'années. D'accord? Donc, c'est depuis 2010 que nous avons étudié le sol, le climat, euh, pour pouvoir planter ce qu'il fallait à cet endroit-là. Donc, le sol, comme je vous l'ai dit, un terrain pentu avec un dénivelé de 800 000 mètres. Donc, c'est un terrain. En plus, voilà, il y a quelque chose de vraiment spécial qui est en marge d'une faille. Et donc, une faille, vous avez plusieurs types de roches. Et là, vous avez du calcaire, du schiste et du granit. Donc, mais majoritairement, vous avez un sol argilo-calcaire, karstique. Donc, karstique, il est bien drainé par des cailloux, même s'il est... attends, hop, 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 C'est parti trop vite. Attends, voilà. c'est pas grave. Donc, comme des pins ont été plantés dans les années 80, dans les années 80 sur ce terrain, il y a maintenant une couche humifère de 10 à 20 centimètres. Donc, quand on gratte les aiguilles de pin, on s'aperçoit que dessous, c'est noir. C'est bien noir. Ça fait une jolie couche humifère. Donc, le sol est riche. Quand on gratouille, on voit bien qu'il y a des filaments de champignons et on voit beaucoup de vers de terre, ce qui est vraiment très bien. Donc, ce que je vous disais, la première ouverture du milieu, on avait laissé les branches au sol qu'on a broyées. Donc, ça a rajouté du carbone et ça a rajouté de l'humus, hein. Là, Hmm. nous venons de faire une deuxième ouverture qui n'est pas complètement finie puisque le haut de la forêt n'a pas été entièrement fait. Et enfin, il y aura une partie de la forêt qui restera en libre évolution. Il y a une partie que nous ne touchons pas, qui n'a pas été touchée en 2018, qui n'a pas été touchée en 2025, et nous ne la toucherons pas. Ça va rester comme c'était pour voir l'évolution, une petite partie. Donc là, la deuxième ouverture du milieu que nous avons faite en 2025 et que nous continuerons à faire cette année, là, on laisse les branches entières au sol pour qu'il y ait une décomposition progressive. Donc, ce n'est pas le même système que les branches que nous broyons au sol, hein. Et là, du coup, vous avez pas mal d'habitats naturels, vous avez des chablis, vous avez on voit vraiment qu'il y a que la vie revient. Donc, c'est un sol forestier qui reste humide, même en période de canicule, sous les arbres, hein. Faut pas raconter de bêtises. C'est sous les pins que nous laissons. Le sol reste humide, même après 2 mois de canicule. On s'est aperçu que le sol restait quand même humide, très légèrement, mais il reste humide. Et donc, en bas, la zone humide que je vous avais montrée, à côté, il y en a une plus petite il y a une falaise, et cette falaise est orientée plein sud. Et là, nous avons commencé à y planter cet automne des arbrisseaux plutôt du sud de la France, donc des lavandes, des romarins. Et il est prévu cette année d'y planter du thym, vous voyez, des essences aromatiques qui sont vraiment méditerranéennes. Et je pense qu'elles se plairont vraiment sur cette petite falaise plein sud, en plein cagnard, comme nous disons dans le sud. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, le climat, c'est ce que je vous ai dit, très chaud et sec en été, glacial en hiver, donc avec des épisodes cévenols à l'automne et au printemps. Et donc, les épisodes cévenols, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, c'est de la pluie à torrent, hein, c'est une pluie torrentielle.
Et donc, il faut qu'aussi que nous tenions compte du changement climatique. Et donc, pour remédier à cela, donc surtout les étés très chauds et secs, nous avons lissé des pins stratégiques, 1 sur 3. Et donc, nous plantons à l'abri de leurs ramures. La flore. Alors, la flore, nous avons réalisé 3 lavognes. C'est pas tout à fait de la flore, mais c'est pour avoir une ressource en eau de pluie pour les périodes de sécheresse. Et nous avons donc ouvert le milieu, installé des jeunes plants. Nous avons vu qu'il y avait pas mal d'installations de jeunes plants indigènes. Et ah oui, des lavognes. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Ce sont des mares typiques du Causse. Sur les Causses, les mares, on les appelle lavognes. Elles sont en principe dallées avec du calcaire, des grosses dalles en calcaire. Voilà, donc nous avons vu qu'il y avait une installation de plantes indigènes dès l'ouverture du milieu. Et nous avons aussi, comme nous avons étudié toute cette flore qui se mettait en place, nous nous sommes rendus compte que cela ne suffisait pas à donner des ressources aux insectes pollinisateurs pour certaines périodes de l'année. Donc, en complément, nous avons déjà planté et nous allons continuer à planter des arbres et des arbustes très nectarifères et pollinifères. Voilà. Et pour compléter, donc puisque actuellement ils sont trop petits pour fructifier, les arbres et les arbustes, pour les compléter, nous semons chaque année en lien avec une association qui s'appelle Réseau Biodiversité pour les abeilles. Nous semons des plantes annuelles mellifères. Voilà, pour pouvoir commencer à nourrir les pollinisateurs qui veulent s'installer. Et d'ailleurs, ils s'installent. Voilà, tu peux changer. Voilà. Alors là, c'est une photo d'une des 3 lavognes prise en fin d'automne, là. Voilà. Et comme vous le voyez, nous avons installé une ruche cheminée aussi. Voilà. Et la lavogne, vous voyez ce que c'est? Vous avez des grandes dalles en calcaire. Et là, vous voyez, à l'automne, il n'y avait pas encore eu assez de pluie et elle n'était pas beaucoup remplie. Voilà, tu peux changer. Donc là, c'est pour vous montrer comment les arbres que nous avons laissés se sont développés depuis 2018. D'accord? Ils se sont bien développés. Ceux-là, on les laisse, on n'y touchera pas. Là, et vous voyez les branches qui ont été broyées, parce que là, nous sommes dans un endroit où nous avions broyé les branches. Voilà. Tu peux changer. Et là, c'est pour vous montrer donc une partie des plantations. Donc là, c'est en pente. Ça va vers cette grande zone humide qu'André vous a montré tout à l'heure. Donc, pour vous montrer que nous avons là une placette sur la droite, une placette. Et vous voyez comment nous plantons? Nous plantons avec des piquets et nous mettons un filet parce que la biodiversité veut dire aussi les grands animaux comme les chevreuils, les cerfs, les sangliers. Et nous avons beaucoup de chevreuils et leur plaisir, surtout quand les mâles sont en rut, c'est de soulever les filets et de les tirer, de les amener très loin, aussi loin qu'ils peuvent. Ça nous a bien amusés. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer. Vous voyez, c'est bien clairsemé, mais nous laissons tous ces arbres, on ne va pas y toucher, hein. Voilà. Tu peux changer. Alors là, c'est pour vous montrer un tableau, pour vous montrer euh, quand nous avons ouvert le milieu en 2018, ce qui a commencé à apparaître. Donc, depuis 2018 jusqu'en 2024, nous avons laissé pour voir ce qui apparaissait comme plantes mellifères. Donc, vous voyez, donc, c'est typique des Causses, hein, noisetiers, pruneliers, merisiers. Et donc là, vous avez les scores en nectar
et en pollen. Mhm. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même quelque chose. Au printemps, donc, vous en aviez aussi un petit peu, donc avec l'aubépine, le groseillier maquereau et l'érable champêtre. Tu peux changer, André, s'il te plaît? Merci. Donc, euh, en été, on a mis les conifères, mais il faut aussi les mettre au printemps parce qu'ils fleurissent aussi au printemps. Donc, il y a du pollen au printemps et des glantiers, du sureau. Et automne-hiver, zéro, zéro. Rien. Rien du tout. Donc, tu peux changer, André, s'il te plaît? Alors, nous, ce que nous avons rajouté. Donc, il faut vous dire que ce tableau, le tableau que je vous présente là, n'est pas du tout exhaustif. Je vous ai pris juste quelques exemples, d'accord, pour vous montrer un petit peu ce que nous rajoutons. Ce que nous rajoutons pas mal de choses, comme par exemple l'arbousier, l'arbre de Judée, l'érable de Naples. Ce sont des arbres qui sont plutôt méditerranéens, enfin des arbres ou arbustes qui sont plutôt méditerranéens. D'accord? Mais ils sont intéressants. Vous voyez, l'arbousier, je vous l'ai mis en jaune parce que au tout début du printemps, le nectar est à 5. C'est le maximum. En apiculture, on a une échelle pour le nectar et le pollen, on a une échelle de 0 à 5. 5, c'est le maximum, hein. Voilà. Après, vous avez le cognacier du Japon qui fait 4 en nectar, mais surtout 5 en pollen. Et alors, quelque chose qui est extraordinaire, un arbre auquel personne ne pense, c'est le cyprès d'Italie ou cyprès de Provence. Il est très très riche en pollen et donc c'est vraiment utile pour les pollinisateurs dans les abeilles au printemps. Vous savez, enfin, il y a des gens qui sont allergiques au pollen d'ailleurs de cyprès et que ça fait des vagues quand il y a un peu de vent, ça fait des vagues jaunes. Et donc c'est vraiment très très riche en pollen, mais aussi c'est très riche en résine à propolis, le cyprès. Alors, un conseil, si vous voulez planter du cyprès d'Italie ou de Provence, ne prenez surtout pas celui qu'on vous vend majoritairement en pépinière, c'est-à-dire celui qui s'appelle Totem, parce que c'est un cyprès qui a été rendu stérile, parce que justement, il y avait pas mal de personnes qui étaient allergiques au pollen de cyprès. Mais il n'est pas du tout intéressant pour les pollinisateurs. Voilà. Tu peux monter, André, un petit peu, s'il te plaît. Oui. Changer de... Voilà, merci. Et là, je voulais vous montrer, bon, vous regarderez, vous, un petit peu à tête reposée si vous voulez, mais là, je voulais vous montrer, donc, vraiment le champion du monde, hein, c'est le sol marceau, hein. 5, 5 et 2 en propolis. Ça, on n'y pense pas souvent, mais aussi en résine pour la propolis, et il est intéressant. Après, vous voyez, au milieu, vous avez des arbres et des arbustes qui vous semblent un petit peu exogènes, dirons-nous, hein, comme le noisetier de Byzance ou le mahonia. Euh, là, je ne vous ai pas détaillé la phase du printemps où on se situe, le moment du printemps où on se situe. Mais ils sont intéressants parce qu'ils ne fleurissent pas exactement en même temps que le sol marceau, par exemple. Vous voyez, je vous prends un exemple, le noisetier commun et le noisetier de Byzance, ils ne fleurissent ils sont en décalage d'à peu près 15 jours. Donc, c'est intéressant pour une continuité dans le pollen. Voilà. Tu peux changer, s'il te plaît. Alors, le printemps, il y en a un qui se détache pas parce qu'il a un score vraiment super élevé, mais qui se détache parce qu'il est intéressant pour la résine, pour le nectar et pour le pollen, c'est le frêne à fleurs. Voilà. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la résine, on n'y pense pas souvent, mais c'est intéressant non seulement pour les abeilles, et c'est ce qui fait qu'elles peuvent avoir, avoir moins de champignons, moins de virus, moins de bactéries dans leur ruche.
Et donc, c'est très intéressant pour ça, mais c'est intéressant aussi pour les autres pollinisateurs, parce il ne faut pas penser qu'aux abeilles mellifères. Il y a toutes les autres espèces de pollinisateurs qui utilisent cette résine. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Ah oui, je voulais faire un petit topo sur juste 2 secondes. Vous voyez, je vous ai mis le lavandin et la lavande. Donc, vous voyez que le lavandin et la lavande, ils donnent du nectar tous les deux. Mais le lavandin, c'est un hybride. Il est stérile. Donc, il ne donne pas de pollen du tout. La lavande, elle, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, ça, c'est les apiculteurs professionnels le savent, mais les autres un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous transhumez pour aller faire du miel de lavande, il faut demander à l'agriculteur au lavandiculteur qui a ses champs de lavande, qui vous permet de mettre les ruches dessus, si c'est du lavandin ou de la lavande frais. Parce que si c'est du lavandin, vu qu'il n'y a pas de pollen, en sachant que ça fleurit au printemps et que c'est une époque où les larves ont besoin d'être développées dans les ruches, vos abeilles vont être enfin, les larves vont être carencées. Et donc, ça vous fera une génération d'abeilles plus tard qui sera plus faible que les autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Les apiculteurs professionnels, ils leur donnent ils leur donnent du pollen, du pollen artificiel, dirons-nous. Et c'est pour ça que je préfère vous dire, si vous pouvez, mettez-les sur de la lavande vraie, qu'elles ne souffrent pas, les pauvres. Voilà, tu peux changer. Donc après, alors vous en avez un qui n'est pas indigène, mais qui vraiment est très important aussi à ce moment-là, en fin de printemps, c'est le marronnier d'Inde. Vous voyez, il donne 4 et 4. Il est très important aussi. Voilà, tu peux changer encore, André, s'il te plaît. Merci. Alors l'été et la fin d'été. Là, je vous ai mis des champions du monde de la nourriture pour les pollinisateurs. Donc, vous avez l'abélia. Alors, c'est un hybride qui a été créé artificiellement, hein, donc horticole, mais il est vraiment intéressant. Regardez ce score, c'est 5 et 5. L'angélique en arbre du Japon, elle a 5 et 5. Elle, c'est pas une hybride, mais c'est une plante qui est exogène. Vous avez l'arbre à raisin. Il donne 5 en nectar. Vous avez le Caryopteris, grand bleu. Ça, c'est vous voyez, c'est un hybride horticole, mais il est très intéressant aussi. Et après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est les conifères. On n'y pense pas beaucoup. Donc là, ils sont donc en été, fin d'été, mais on peut les mettre aussi au printemps. Mais en fait, c'est toute l'année qui sont intéressants pratiquement, parce que vous voyez, ils donnent du nectar et du pollen, un peu de pollen et un peu de nectar, mais ils donnent aussi de la résine. Donc, ils sont complets. C'est complet. Donc, vous avez le pin noir, le pin sylvestre, le cèdre. Ce qu'il y a dans cette plantation, ce qu'il y avait à l'origine dans cette plantation. C'est pour cela aussi que nous les laissons. Et ça permet, en plus, de faire ce qu'on appelle le miel de sapin. Mais là je ne vous ai pas mis l'épicéa, mais il y a aussi l'épicéa. Ça permet de faire du miel de sapin avec le miela, puisqu'il y a du miel. Il y a aussi du miela sur le pin sylvestre, sur le pin noir, sur le cèdre. On n'en parle pas, mais ça permet aussi de faire un miel, un miel de conifère. Voilà. Alors, tu peux voilà, changer. D'autres, un autre qui est vraiment hyper intéressant, c'est le Calopanax à 7 lobes. Malheureusement, il est très difficile à trouver. Il y a très peu de pépiniéristes qui le cultivent en France, qui partent de graines, parce que nous travaillons qu'avec des plants qui ont été élevés en France. Hein, d'accord? On ne fait pas venir des plants de n'importe où pour les problèmes d'envahisseurs, dirons-nous. Voilà, donc le Calopanax, c'est un arbuste aussi très intéressant. Après, donc en automne, vous avez l'heptacodion de Chine.
Vous avez le lierre, bien sûr, hein, mais l'heptacodion de Chine, qui lui aussi est très intéressant. Alors, pourquoi je vous ai mis le lierre arbustif au lieu de mettre lierre tout court? Parce que dans la forêt, nous voulons nourrir assez rapidement tous ces pollinisateurs que nous voyons essayer de s'installer, hein, nous les voyons le faire. Et donc, euh, c'est ce lierre. Vous savez, le lierre, au départ, il est rampant. Et dès qu'il arrive à une structure qui monte, il va essayer de grimper pour pouvoir fleurir. Parce que pour qu'il puisse fleurir, il faut qu'il soit en hauteur. D'accord? Donc, qu'il ait un support. Donc, nous achetons du lierre arbustif. Et qu'est-ce que c'est que le lierre arbustif? Nous en achetons ou nous travaillons avec. Euh, le lierre arbustif, c'est du lierre qui a déjà fleuri, c'est-à-dire que vous faites une bouture d'une branche de lierre qui a déjà fleuri et vous le bouturez donc, et les plants enfin, pas naître, mais euh, Qui vont démarrer. voilà, qui vont démarrer, auront déjà fleuri. Donc, comme ils ont déjà fleuri, ils vont fleurir, refleurir tout de suite. Dès que vous les plantez, ils refleurissent. Et là, c'est très intéressant. Voilà. Bah, et là, ça vous fait des buissons, c'est arbustif, ça vous fait des buissons qui montent à 2 mètres, 2,50 m et qui font à peu près 2 mètres, 2,50 m de large aussi. Hein. Voilà. C'est très intéressant en attendant d'avoir du lierre qui grimpe. Dans la forêt, depuis que nous avons ouvert le milieu, nous voyons qu'il y a des petits lierres qui s'installent partout, mais ils en ont pour je pense, une bonne vingtaine d'années avant d'arriver à faire à fleurir. Voilà. Alors, tu peux changer, André, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors là, je vous ai pris un exemple précis dans ces tableaux. Je vous ai mis 3 types de tilleuls. Donc, vous avez le tilleul à grandes feuilles. Lui, c'est celui qui fleurit fin juin. Enfin, en montagne, hein. Moi, je vous parle pour chez nous et pour du 800 mètres. Hein, d'accord? Vous avez ensuite le tilleul à petites feuilles, donc qui est le tilleul sauvage, hein, qu'on trouve vraiment partout, et surtout ici dans le Massif central. Donc lui qui a une floraison en juillet. Chez nous, je précise bien. Hein. Donc, vous voyez, ça fait des floraisons qui se suivent. Et tu peux changer, André, s'il te plaît. Et enfin, nous avons planté le tilleul de Henri, hein, ce qui est un tilleul chinois qui reste petit, d'accord? Bien, il va que jusqu'à 12 mètres de haut. Et il est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il fleurit, il n'y a pas la suite du diapo, mais lui, il fleurit, il manque des choses au diaporama, mais ce n'est pas grave. Il fleurit fin août, début septembre. Donc, et voyez, en plus, il est magnifique. Hein. Quand vous voyez ses feuilles, c'est magnifique. Voilà. Tu peux changer. Voilà. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Là, je vais vous résumer un petit peu où en est le terrain. Nous avons trouvé donc les financements pour planter un tiers des arbres et arbustes qui sont prévus. Il reste à financer la suite, parce qu'il y a quand même, je vous le rappelle, 23 hectares. Nous avons acheté des ruches du monde entier afin de pouvoir monter des ateliers où les stagiaires pourront s'exercer à l'apiculture naturelle. Donc vraiment des ruches du monde entier. Nous avons des ruches japonaises, des ruches chinoises, des ruches du Danemark, de Lettonie. Enfin, après, chaque pays, même chaque pays européen a ses ruches particulières. Donc là, c'est pour montrer comment, enfin, travailler. Je dirais pas travailler, comment ressentir les abeilles, mais voir comment elles s'adaptent selon le type, parce que selon le type de ruche, parce que si on les laisse faire, elles s'adaptent comme elles veulent. Elles font la ruche, elles en font leur maison et elles l'adaptent. Si on ne va pas leur casser les ponts entre les cadres régulièrement et tout, elles adaptent comme elles ont envie de le faire. Voilà, ça, c'est pour montrer un petit peu cela. Donc, la deuxième ouverture du milieu est en cours, donc avec des placettes, comme je vous l'ai dit. Et il y a des visites libres déjà. On va installer des panneaux explicatifs sur les essences mellifères que nous avons plantées. Et normalement, d'ici 2 ans,
nous espérons pouvoir installer des panneaux indiquant les pollinisateurs qui sont sur le site. Voilà. Et donc, je voulais vous dire aussi, nous avons une chaîne YouTube. Et voilà. Et il y a beaucoup à faire sur les 10 prochaines années. Voilà, tu peux changer, André. Et puis, on arrive à la fin du petit diaporama, presque, ou presque. Donc ça, c'est une partie du rucher pédagogique. Alors, pour le moment, il n'est pas du tout finalisé. Vous voyez, les ruches sont posées sur des palettes, mais pour le moment, mais plus tard, ce sera différent. Elles sont installées pour le moment comme ça, et nous avons déjà quelques colonies. Donc là, vous avez deux ruches alsaciennes, par exemple, au milieu, ce sont deux ruches alsaciennes. Vous avez une ruche alsacienne couchée là, au milieu gauche, et milieu droit, c'est ce qu'on appelle une alsacienne droite. À la droite des Alsaciennes, vous avez une ruche Voirneau, qui est une ruche typique de l'Est de la France aussi. Voilà, juste pour vous montrer. Puis après, vous avez une ruche Tron. Ah, D'accord. là, voilà. Merci André, tu peux changer. Et voilà, Ça va des fois tout seul. là, je voulais vous Euh, parler un petit peu d'une ruche que nous avons trouvée grâce à Free the Bees. C'est une ruche que vous pouvez acheter par leur intermédiaire. Et donc, nous l'avons installé. C'est un site qui est en dehors de la forêt. C'est juste pour tenter une expérience, je dirais pas scientifique parce que nous ne sommes pas scientifiques, mais c'est une expérience quand même qui, je pense, valait le coup d'être faite. Nous avons mis à l'intérieur de cette ruche, dans le fond, nous avons mis quelques pseudoscorpions avant d'installer. Tenez-vous bien, hein, ne me tapez pas dessus pour ce que je vais dire. Nous avons installé un paquet d'abeilles Buckfast. Donc, c'est vraiment une expérience. C'est pour ça que nous ne l'avons pas mise dans la forêt. Donc, c'était un paquet d'abeilles Buckfast qui a été installé en mai 2023 et qui a été, là, vous voyez, il y a un essaim ça allait essaimer là, hein, au moment où on a pris la photo, hein. Elle est vraiment, elle a en libre évolution. On ne l'a plus jamais ouverte. Elle essaime comme elle veut. On ne la nourrit pas, on ne la traite pas, elle n'a rien, à part les pseudoscorpions qui sont au fond, et ça marche impeccable. Elle essaime 2 à 3 fois par an, et elle se porte bien. Et même il y a quelques jours, il faisait un peu plus de 8 degrés chez nous, et on en a vu sortir pour faire leur vol de propreté. Donc elles sont en train de bien passer l'hiver là. Voilà. Ouais, tu peux avancer, André, s'il te plaît. Et voilà. Donc là, c'était pour vous dire que nous recherchons des partenariats avec des associations, parce que c'est vrai qu'on peut toujours faire pas mal de choses en se regroupant, hein. Des partenariats avec des scientifiques aussi, on cherche, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à étudier. Des partenariats avec des mécènes, bien sûr, des financements, et des adhésions et des dons sur Hello Asso. Vous pourrez trouver le lien sur notre chaîne YouTube si vous voulez. Voilà. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup Marie-Noël pour cette présentation, pour ce descriptif très très complet et les étapes et les endroits et bien sûr les saisons, c'est très très important. Quand tu parles d'essence, c'est à quelle quantité que tu plantes, que vous plantez? Parce que évidemment, je comprends que tu plantes quelques essences, mais les choix, c'est en fonction des sources financières, c'est en fonction d'un endroit. Comment ça se Alors, passe? les choix se font en fonction de l'endroit dans la forêt. Enfin, moi j'appelle ça forêt, mais c'est une plantation, hein, c'est pas pareil, hein. Mais Hmm. bon, tant pis, forêt. Ça dépend, donc on l'a vu de l'altitude, mais aussi de l'exposition, parce que nous avons des endroits, ça fait une sorte de colline, vous voyez, ça fait rond. C'est rond, hein. D'ailleurs, on l'appelle ça les ronds des Lapiaux en patois. Donc, il y a plein de petits microclimats aussi dans cette forêt. Donc, on peut planter différentes choses, mais
il a fallu bien étudier l'endroit où on voulait planter telle ou telle chose. Et alors, Mhm. comment nous plantons? Nous plantons quelquefois en petits massifs, mais majoritairement en bosquet. D'accord? Mhm. Parce que moi, je m'étais aperçu en travaillant en apiculture que les abeilles, souvent, aimaient bien aller à un endroit où il y avait beaucoup de ressources. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, que les bourdons, c'était la même chose. Les bourdons, ils vont toujours, une fois qu'ils ont découvert une plante, ils vont toujours au même endroit jusqu'à ce elle ait arrêté de fleurir. Et en même temps, comme ça, ils sont sûrs de trouver la nourriture. Et sinon, ils doivent passer du temps à chercher et aussi s'user, parce que ce sont des animaux qui s'usent vite, quoi, si vous voulez. Parce que chercher de la nourriture, chercher pour butiner, c'est pas évident. Nous, on ne se rend pas compte, mais c'est. Voilà. Donc, on plante souvent en bosquet. Et donc, les bosquets, ils font entre 30 et 50 arbres ou arbustes. Et souvent, quand c'est une placette, comme je vous ai montré, vous avez des arbres. Nous faisons selon la hauteur, si vous voulez. Donc, au milieu, vous avez les arbres, et puis sur les côtés, vous avez les arbustes. Mhm. Très Voilà. bien. Voilà, ben, je vais prendre des questions qui ont été postées. La première, c'est où trouver toutes ces ressources bibliographiques? Dans ta tête, je suis sûr, mais Dans ma tête, c'est beaucoup de travail. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 10 ans là-dessus avant d'aller sur le terrain, de mettre ça en pratique. C'est resté. Donc, il faut vraiment chercher, chercher. Parce que quelquefois, vous avez des sources qui se contredisent. Et certaines qui sont pas si scientifiques que ça. Moi, je suis pas scientifique du tout, mais j'aime bien la rigueur scientifique. Donc, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de l'avis des scientifiques. Donc, sinon, vous avez un apiculteur qui est aussi agronome que vous devez connaître, qui s'appelle Yves Daricot, qui a écrit plusieurs livres sur les abeilles et la flore mellifère. Et donc, vous avez un livre en particulier qui s'appelle Planter pour les abeilles, qui est paru aux éditions du Terrain et qui est vraiment très intéressant. Mais il n'est pas exhaustif. Voilà. oui, bien sûr. De Voilà. toute façon, nous allons mettre cette information aussi lorsque nous publierons la conférence. Oui. Et il y en a d'autres aussi que je pourrais rajouter. Ce qui est important, c'est justement de savoir aussi quand il y a un trou de mielé. Alors, dans cette forêt, comme tu as dit, évidemment, ça ne se trouvera pas parce que tu arrives progressivement à remplir toutes les saisons. Mais souvent, quand on fait un choix, il est aussi important de trouver, de savoir quand il y a un trou de mêlée, savoir quand les abeilles manquent de nourriture Oui. et non pas forcément remplir l'année complète, mais surtout boucher ces trous de mielée pour que les abeilles ne meurent pas pendant ces périodes où, par exemple, on voit ça dans nos régions, les champs sont fauchés en une fois, en une semaine, il n'y a plus du tout une seule fleur et les abeilles sont maintenant vraiment en détresse. Et ça, c'est aussi important, c'est en plus des valeurs pollen, nectar et résine, comme tu as dit, mais c'est aussi le moment à choisir. Oui. Tout à Voilà. fait. Je voulais rajouter que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a un moment critique, c'est l'automne. Parce que l'automne, là, on revient surtout sur l'abeille mellifère, hein, les colonies vont hiberner et donc elles ont besoin d'avoir des provisions. Et c'est un moment creux dans notre flore, hein, c'est un moment creux. D'autant plus, ce qu'il y a de pire, c'est que maintenant, il y a en plus donc le changement climatique avec juillet et août qui sont secs et archi-secs. Les fleurs essayent de s'épanouir, elles sèchent sur pied tout de suite, elles n'ont même pas le temps de faire de nectar. Les fleurs, je parle de fleurs de prairie, hein. Moi je parle d'herbacées là, hein. Mhm. Je parle pas des arbres. J'ai remarqué que les arbres résistaient un peu mieux. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Deux questions sur le lierre, justement, maintenant. Par conséquent, ce qui coupe le lierre sous prétexte qu'il étouffe l'arbre qui le porte, c'est évidemment une hérésie. Je pense que tu vas confirmer. Ah, tout à fait, tout à fait. Ouais. D'autant plus que le lierre n'est pas du tout un parasite.
Il ne s'incruste pas à l'intérieur de l'arbre comme font certaines plantes grimpantes, hein. Il ne fait que s'accrocher par ses crampons pour grimper, lui, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de fleurir, d'assurer sa descendance. Donc, c'est pour ça qu'il grimpe, hein. Sinon, il grimperait pas, hein. Il se fatigue en grimpant, hein. Et donc, là, l'arbre, quand on dit que les arbres meurent, c'est souvent parce que les arbres qui sont entourés de lierre, au bout d'un moment, ce sont des arbres qui dégénèrent par eux-mêmes, hein. Ils vieillissent et ils meurent d'eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec le lierre, hein. Absolument, absolument, je confirme. Et justement, le lierre est fort important à plusieurs périodes. Alors, surtout d'abord, effectivement, en automne pour les abeilles, mais ne les coupez pas avant le printemps, le début du printemps, parce que les fruits, enfin plutôt, la fleur se transforme en fruit et c'est les oiseaux qui en profitent après. Donc, il est super, super important de ne pas tailler vos haies. Et du reste, Free the Bees prépare une conférence sur les haies, comment traiter les haies. Cette conférence sera donnée par Hugues Mouret, qui est un spécialiste d'arthropologia, parce que justement, c'est super, super important de penser efficace par rapport à des coupes. Vos haies sont très, très importantes à différents moments. Et effectivement, entre autres le lierre. Et en tout cas, merci aussi pour ce tuyau que tu as donné concernant la plantation de lierre qui fleurira plus rapidement, effectivement, sans avoir besoin d'attendre aussi longtemps que si on prend une plante standard. Une question, voilà. Ben, les attaques de frelons asiatiques, est-ce que vous êtes touché par cet invasif? Alors, c'est la première année 2025 où nous avons eu les frelons asiatiques. Et les frelons asiatiques sont arrivés à plus de 1 000 mètres. Ça y est. Hmm, ça y est. Ça y est, ils arrivent même en montagne. Voilà, Hmm, on est touchés, nous aussi. Donc, ouais. voilà. Donc, piégés au printemps, piéger les fondatrices surtout, en sachant que les fondatrices, au départ, il n'y a pas beaucoup elles pondent, mais il y en a très peu, et c'est surtout après un nid secondaire qu'après ça se multiplie. Donc, il faut piéger les fondatrices, donc Mhm, les jeunes reines. Voilà. absolument. Est-ce que tu as des recommandations pour l'achat des arbustes? Est-ce que c'est une bonne idée, la question deuxième sur cette personne, de commander par Internet? C'est souvent une bonne idée quand on habite le trou du monde. Je vais pas dire comme chez nous, parce que les pépiniéristes locaux, c'est valable pour tout ce qui est flore indigène, hein. Mais dès que c'est d'une flore qui sort de l'ordinaire, qui n'est plus de la région, souvent on a des difficultés. Donc il faut acheter chez des pépiniéristes sérieux sur Internet. Et ce que je vous conseille, c'est d'acheter des plants tout petits. Plus le plant est petit, mieux il reprendra, parce qu'il aura le temps de s'adapter au sol, même si c'est un sol comme chez nous, si c'est un sol difficile et si c'est un climat difficile. On le protège bien jeune et là, il va arriver à prendre des forces pour bien pousser. Hmm. Une question qui va avec celle-ci, je reprendrai une autre après. D'un pays à l'autre, évidemment, certains arbres sont considérés comme envahissants. Là, est-ce que quel est le taux de permissivité des arbustes qui ne sont pas vraiment locaux ou qui seraient... Alors nous avons étudié ça, nous avons bien fait attention à ce que nous plantons ne soit pas invasifs. envahissant. Nous avons pris des arbres et des arbustes qui sont soit horticoles, comme je vous l'ai montré, qui sont des hybrides, qui d'accord, font du pollen, font du nectar, mais ne vont pas se reproduire facilement sur place. Et nous aussi, nous faisons attention à prendre des arbres et des arbustes qui ont été cultivés dans les arboretums français depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Et donc,
en étudiant ce qui se passe au niveau des arboretums, eux, ils ont vu si ils avaient des facilités à aller vers l'envahissement. Et Mhm. nous faisons bien, bien attention à ça, hein. Voilà. Très bien. Peux-tu rappeler le rôle des pseudoscorpions? Alors, les pseudoscorpions, c'est pour éviter d'utiliser des traitements ou chimiques ou même dits naturels qui, quand même, embêtent pas mal les abeilles. Les pseudoscorpions, alors on appelle, c'est des petites bestioles, hein, toutes petites, qui font à peu près 5 mm, peut-être un petit peu moins, 3 à 5 mm. On les appelle pseudoscorpions parce qu'ils ressemblent à des scorpions sans la queue. Et eux, ils vont grimper sur les abeilles et prendre les varroas. Ils mangent les varroas. Ils sont plus petits que les abeilles, ils mangent les varroas. Mais il faut savoir que les pseudoscorpions, ils vivent en symbiose avec les abeilles sauvages, hein. On en trouve déjà dans les cavités naturelles, hein, avec les colonies d'abeilles, hein. Mhm. Peut-être une extension à cette information-là. Donc, le pseudoscorpion est local, hein, rassurez-vous, c'est pas quelque chose que l'on importe de Ah l'étranger. non, On non. le trouve dans le foin, dans les granges, etc. Et puis, comme autre solution naturelle, il existe aussi le skimitus, qui lui vit en colonie dans des composts qui sont installés sous les ruches. Et effectivement, il fonctionne de la même manière que le pseudoscorpion, à savoir qu'il grimpe le long de la ruche et qui aide justement aux abeilles à se débarrasser du varroa qui est souvent en grande quantité. Enfin, je ne vais pas prendre ce sujet maintenant. Une autre question. J'ai installé deux ruches, dont l'une est occupée depuis 2 ans par un essaim venu s'installer tout seul. Mais la première année, il s'est fait attaquer par le frelon à tel point que j'ai pensé qu'il avait été décimé. À ma grande surprise, il s'est réveillé au printemps. Cette année, il a beaucoup grossi car l'activité a été très très importante. Ben, voilà une excellente nouvelle. Merci Marinette de la partager avec nous. Une autre question, une question, à quelle autorisation au pluriel et expertise les arbres et arbustes proposés doivent-ils être soumis? Entre parenthèses, histoire d'éviter les fausses bonnes idées, de créer des dégâts en choisissant des essences problématiques, maladies, ravageurs, malgré l'intérêt pour les pollinisateurs. Ah, tout à fait. Là, c'est ce que je vous disais, hein. C'est On une a déjà étude dit, ouais. d'une dizaine d'années et il faut vraiment se référer là à des sources scientifiques. Si vous cherchez, vous en trouverez plein sur Internet, hein. Seulement, il faut chercher. C'est du travail. Oui, c'est du travail. Euh, ah oui, avez-vous envisagé d'utiliser des abeilles noires? Est-il envisageable d'utiliser des ruches troncs traditionnelles? Serait-ce intéressant pour vous? C'est Ah, parce ben que tu as parlé de la bouqueface, là, justement. C'est peut-être pour ça que oui, la question vient. nous avons des ruches traditionnelles, des ruches-troncs. Nous en avons et ce sont des abeilles noires qui sont dessus. Nous mettons des abeilles noires, hein. Hmm. Oui, oui, oui. Alors, on pourrait répondre, nous, pour la Suisse. Les pseudoscorpions, où est-ce qu'on peut en trouver en France? En France, on n'en trouve pas, hein. Ou alors, D'accord. ce qu'il faut faire, c'est aller les chercher dans les forêts, soulever des feuilles. Enfin, mais alors, il faut prendre sa loupe, hein. Ah oui, absolument. Après, il paraît qu'il y en a pas mal dans les vieilles bibliothèques, dans les vieux livres. On l'appelle aussi le scorpion du livre, hein, c'est Et ça? oui, voilà, tout à fait. C'est le scorpion du livre. Donc, vous pouvez en trouver dans les très vieux livres aussi. Bonne chance, effectivement. Si jamais Free the Bees en vend et exporte ça vers l'étranger aussi par paquet de 10, si je me souviens bien. Donc il y a des possibilités, en tout cas, de vous en fournir. Excuse-moi, je t'arrête, André, c'est interdit l'exportation en France. Ah, ok, ben voilà, Voilà, j'ai déjà c'est répondu à la interdit. question. C'est bien Voilà. dommage, c'est bien dommage parce que c'est effectivement un super moyen naturel d'aider les abeilles. Dommage. Mm. Ok. Donc, soit vous avez des abeilles en Suisse, soit vous cherchez dans les livres. Voilà. Voilà, les abeilles noires, les pseudoscorpions. Comment attirer un essaim dans une ruche installée depuis 3 ans maintenant, mais qui reste désespérément vide, à part une invasion de fourmis charpentières qu'il nous a fallu déloger? Comment attirer un essaim? Déjà, faut voir où est située votre ruche, comment vous l'avez installée, parce que les abeilles, elles choisissent.
Elles choisissent où elles veulent aller. Donc, il faut que ça leur plaise. Donc, il faut essayer de se mettre à la place d'une abeille. C'est vrai, hein, Oui, oui, bien ce sûr. que je dis. Voilà, et donc il faut qu'il n'y ait pas trop d'ombre, il faut que ce soit exposé plutôt sud-est, qu'il y ait pas trop de vent. Enfin, il faut vraiment réfléchir. Et s'il ne s'installe pas un essaim naturellement, il faut regarder si c'est un coin où il y a des passages d'essaims. Si c'est, Voilà. voilà aussi, parce que quelquefois, vous pouvez mettre une ruche, si c'est un endroit où jamais les essaims ne passent, vous n'en aurez pas, hein. Voilà, Ouais. faut Il faut étudier bien tout sûr, ça. Voilà, voilà, il faut surveiller aussi ce qui se passe autour de chez vous, s'il y a tout à d'autres fait. ruches. Ça, Oui. c'est très important. Et puis, ce que vous pouvez mettre dans votre ruche, au sommet de la hausse, etc., eh bien, c'est de la cire, avec ou sans miel. Mais la cire va en tout cas attirer les abeilles, ce que nous faisons en tout cas lorsque nous vendons nos Swiss Tree. Sur le haut, tout au sommet, il y a une petite bande de cire et qui peut justement aider à attirer les abeilles. Après, il y a quelques essences, d'huiles essentielles, etc., qui peuvent aussi aider. Là, j'ai pas les noms en tête maintenant, mais je crois qu'il y a la citronnelle. Enfin, il y a Voilà, d'autres il y a la trucs. citronnelle, enfin C'est ça. la mélisse La mélisse, citronnelle. pardon. Voilà, La voilà, c'est mélisse, ça. voilà. Oui, oui, oui. Exactement. Euh, voilà. Ah oui, je pense que c'est une alternative au pseudoscorpion et au schimitus, le hippoaspis. Et cette personne, oui, Hypoaspis, depuis 3 années, cette personne expérimente justement avec probablement un acarien aussi. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ouais, Voilà, voilà, d'accord, je ne connaissais pas. voilà. Alors, bah c'est le nouveau nom, mais c'est le même. Ok, d'accord. Très Ah, bien. d'accord, d'accord. Bon, c'est le Merci, nouveau nom, merci. ça a changé de dénomination. D'accord. Voilà, exactement. Voilà, je pense que le Skimitus doit certainement se trouver, par contre, être achetable en France. Enfin, j'espère. Chez nous, en Suisse, on peut l'acheter dans les garden centers. Oui, Dans, en dans les France aussi, centres tu peux l'acheter dans les jardineries, ils en vendent, hein, des jardinerie. Ouais. skimitus. Oui, oui. D'ailleurs, nous Ok. avons fait des essais, j'en avais pas parlé parce qu'on fait tellement tellement de choses. On a fait des essais sur deux ruches d'Adam. On verra si là, comment elles vont passer l'hiver. Voilà, Mhm, on va mhm. voir. Là, c'est un c'est la première année où nous avons essayé les skimitus. Très bien. Une dernière question, Louis. Êtes-vous aidé par des sociétés forestières dans votre projet? Ben, qu'il entend par des sociétés forestières? Sociétés forestières, nous, on a Bon. les. Je peux donner ouvrir le micro. Si peut-être Louis veut prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. C'était simplement pour savoir si vous aviez des partenaires locaux, justement. Souvent, il y a des sociétés forestières dans nos régions, qu'elles soient privées ou publiques. Et je voulais savoir si vous étiez en lien avec elles dans votre projet. Non, parce que nous, on est entouré de forêts de l'ONF, donc c'est l'ONF qui vient voir un petit peu le travail qu'on fait. On est aussi en limite du parc national des Cévennes, donc nous avons des personnes du parc national qui viennent aussi voir un petit peu notre projet, mais aider, non, on n'est pas aidé. Si vous voulez, nous avons des mécènes qui nous offrent des plans, mais après, pour tout le reste, c'est calculé. C'est l'association Marinapis qui calcule comment planter les arbres, à quel moment les recevoir, parce qu'aussi, là, vous voyez, il faut réfléchir. Un exemple, il faut réfléchir quand est-ce que vous allez planter les arbres, en sachant que nous sommes en montagne, que là, ça fait depuis le mois de décembre qu'on alterne pluie-neige. Donc, vous ne pouvez plus planter, alors qu'on vous dit que c'est le bon moment pour planter. Donc, nous, on commence à planter en septembre. On plante septembre, octobre, novembre. On s'arrête et on repart mars, avril. Voilà. Mais on peut planter tôt et tard aussi parce qu'on est justement en climat montagnard. Mhm. Voilà. Très bien, merci. De Merci. Est-ce rien. qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir en direct? Parce que j'ai plus de questions dans le pipeline, mais c'est avec plaisir qu'on vous passe la parole.
En attendant, Marie-Noël, est-ce qu'il y a un chantier qui est prévu prochainement? Est-ce que des gens peuvent s'inscrire, peuvent vous aider aussi à planter? Comment ça se passe? Ah, mais tout à fait, hein, tout à fait. On Tu as parlé de peut. stagiaires à un moment, là, mais Oui, oui, oui. Nous, ça nous intéresserait d'avoir des stagiaires parce que c'est intéressant aussi de partager. Moi, j'aimerais bien partager tout ce que j'ai appris en travaillant sur ce chantier-là. Et donc, ce serait intéressant d'avoir des stagiaires, mais aussi des gens qui ont envie de venir passer le week-end à planter ou même à voir un petit peu ce qui a été fait. Voilà, non, non. C'est très intéressant. Oui, oui, moi je suis d'accord pour qu'on me contacte. Il n'y a pas de très souci. bien. Est-ce qu'on pourra donner ton adresse de courriel, ton adresse Oui, tout mail? à fait. Tout D'accord. à fait. On va faire ça alors. Très, très bien. Et je vais aussi noter le lien vers votre chaîne YouTube, parce que c'est très important. Je vois que tu es très active. Il y a de nombreuses choses que tu publies directement ou que tu reprends. Et cette chaîne est vraiment très, très intéressante. Ainsi que, ça, je pense que le groupe WhatsApp, il est réservé aux, Aux aux adhérents. membres. Voilà, Aux adhérents, voilà. aux Voilà. adhérents, exactement. Mais vous pouvez aussi devenir adhérent. Ça fera plaisir à Marie-Noël et justement, ça aidera son association. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. En tout cas, moi, je suis très, très content d'avoir pu donner la parole, te donner la parole et d'avoir pu bénéficier de cette expérience déjà depuis quelques années. Il me reste encore vraiment à te remercier d'avoir accepté cette invitation. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis pendant cette heure et une heure et quart. Et voilà, ben, cette conférence sera bien sûr publiée sur notre chaîne YouTube et vous allez recevoir une information avec forcément ce lien, aussi une invitation à répondre à un petit sondage. Ça nous aide toujours à continuer à nous améliorer, à proposer des sujets. Ça aussi, s'il y avait des sujets, n'hésitez pas à nous les proposer. Voilà, Marie-Noël, si tu veux peut-être juste conclure ou simplement Ah remercier les ben, gens. moi, je remercie Free the Beast de m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu du travail de notre association. Et voilà, puis j'espère que vous allez vous inscrire nombreux pour venir nous aider. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci Marie-Noël. Au revoir.